Tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. Donc du coup, ici on est dans notre pièce technique. Donc voilà, on a essayé de regrouper dans la même pièce un petit peu tous les matériels un peu bruyants, tout ce qui fait fonctionner la maison, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. C'est un peu le côté coulisses. Donc c'est la pièce qui nous servira pour la machine à laver de buanderie. On a accès ici à l'arrière du poêle de masse avec une trappe de ramonage du conduit, mais qui peut aussi permettre de ramoner tout le bas du poêle de masse. Parce que normalement, dans le conduit, il n'y aura quasiment pas de cendres. Toutes les cendres qu'ils peuvent avoir seront restées dans le poêle. Elles ne partent pas dans l'atmosphère. Après, on a le système de VMC. Donc, c'est une VMC double flux. C'est pas qu'on en ait besoin pour la maison. D'une part, parce qu'on n'a mis aucun produit chimique dans la création, dans la construction de la maison. Et en plus, on a des murs partout dans la maison qui sont des murs en argile. Comme celui-là, celui-là. Et du coup, les murs en argile, en fait, comme la molécule d'argile, elle est capable de capter jusqu'à 5 fois son poids en eau. Donc du coup, elle peut capter toute l'humidité et toute la vapeur d'eau en fait de la pièce. Et en plus, nous, on en a mis vraiment dans toute la maison. Donc rien que l'enduit fait le job de régulation hygrométrique de la maison en fait. Quand il fait trop humide, elle va absorber. Et quand l'été il va faire trop sec, elle va relâcher un petit peu d'humidité. Donc on n'en aurait pas besoin. Mais en fait, on en a quand même mis une parce qu'elle va me servir de répartiteur de chaleur. Le seul doute que j'avais vis-à-vis de l'efficacité de mon poêle de masse, c'était de pouvoir envoyer sa chaleur même dans les pièces les plus éloignées. Puisque la maison elle est toute étalée face au sud, j'ai des pièces qui sont un peu éloignées du poêle, même si le poêle il est quand même centré dans le schéma de la maison. Donc VMC double flux, ça veut dire qu'on prend l'air frais de l'extérieur, il est préchauffé ici dans le boîtier par l'air qui sort. C'est un échange thermique qui se fait par des plaques en lasagne en fait. L'air chaud de la maison qui sort et l'air frais qui rentre. Plutôt que de le prendre dehors, je le prends moi dans le cellier, l'air frais. Ce qui fait qu'il est déjà, au lieu d'être par exemple au plus fort de l'hiver à -5, il sera peut-être à 10-12 degrés. Ici, il va être encore préchauffé par l'air qui sort à 19-20. Donc je ne sais pas, il va arriver admettons à 17. Et au lieu de l'envoyer directement dans le répartiteur de chaleur, moi je le fais aller dans le haut de mon pôle de masse. Donc ça rentre ici, ça ressort là. Et le pôle de masse, ben, quand il fonctionne, c'est les jours où il fait le plus froid. Dans le tuyau, j'ai mesuré, quand je l'ai fait marcher, j'étais à plus de 50 degrés dans le tuyau. Donc là, il va se charger en calories avant de passer dans le répartiteur et de partir dans toutes les pièces les plus éloignées. Donc les chambres, un peu le couloir et le bout du salon. Voilà. Et après, je pourrais toujours le couper. D'ailleurs, là, il est coupé. Je peux l'enclencher au tableau, au disjoncteur ou je peux le faire tourner que quand j'en ai vraiment besoin, quoi. Donc l'eau, je la pompe, elle vient des réserves qu'on a vues dehors tout à l'heure. Donc elle arrive ici. Et en fait, comme j'ai deux cuves, comme je ne voulais pas consommer, même si c'est psychologique, l'eau qui est dans la cuve plastique, et qu'en plus, quand on est autonome, il faut pouvoir tenir malgré les pannes, etc. Bah, du coup, ça ne coûte pas si cher que ça le matériel, donc on a doublé le système. Donc chaque pompe a son système de filtration. Donc voilà, c'est symétrique, tout est pareil. Donc on a ici un pré-filtre à sédiments qui est en 50 microns. Donc c'est 0,05 mm. En plus, on peut ici mettre un tuyau pour le purger régulièrement. Ça, c'est un truc en laiton, un filtre en laiton qui est lavable. Donc ça, c'est enfin, entre guillemets à vie, à moins de le casser, mais on le nettoie et on le remet et c'est reparti, quoi. Donc ça filtre vraiment les plus gros sédiments. Et en plus, ça protège, je l'ai mis en premier, ça protège la pompe. Là, j'ai mis deux pompes. C'est des Sureflow, c'est du matériel américain. C'est censé être très fiable. Ça travaille en 24 volts. Donc ça consomme très peu d'électricité. Mais malgré ça, ça permet de mettre en pression le réseau d'eau.
Et un autre avantage aussi de ces pompes, c'est qu'elles ont intégré à l'intérieur un manomètre. Et donc c'est elles finalement qui pilotent la pression du réseau. Donc quand ça descend en dessous de 2 ampères, de 2 ampères, de 2 bars, elle déclenche. Et quand elle arrive à 3, je sais plus combien, 3,4 bars, elle coupe. Elle remplit, elle met sous pression une vessie, une réserve d'eau, comment ça s'appelle ça? Un surpresseur. Donc j'ai mis 2 fois 24 litres. Donc eux, ça permet d'avoir de l'eau sous pression en réserve. Ce qui fait que quand on va tirer quelques litres d'eau, ça va permettre de ne pas déclencher à chaque fois qu'on tire un peu d'eau sur la pompe, quoi. La pompe, elle va déclencher que quand on aura vidé la cuve, quoi. La vessie, quand elle est trop vieille, on l'ouvre et on remplace juste le plastique. Et comme ça coûtait 6 euros, et comme tu le dis que tout n'arrête pas d'augmenter, j'en ai même pris une, tu vois, d'avance, elle est là, elle est prête au cas où, voilà. Bon, tout est neuf là pour l'instant, mais j'en ai déjà une d'avance, tu vois, donc j'ai anticipé le truc, et c'est remplaçable, ouais. Effectivement. Ça, à moins de donner un coup de marteau, ça doit durer. Il peut y avoir les joints qui vont vieillir, etc., mais ça, comme dans toute installation. Et effectivement, la partie la plus fragile, c'est la partie plastique qui est à l'intérieur, et j'en ai une d'avance. Et voilà, bon, ça c'est 6 euros pour l'instant. Donc une fois qu'elle est en pression, elle part dans 2 filtres de nouveau successifs. Donc on a déjà eu un filtre. Là, le deuxième, c'est un filtre toujours à sédiments, c'est un 10 microns. Lui, il est en tissu. On peut régulièrement le démonter, le nettoyer, mais au bout d'un moment, il sera saturé ou il commencera à s'abîmer, il faudra quand même le remplacer. Mais ça coûte très peu cher. Je crois que c'est 20 euros les 5 ou les 6. C'est pas très cher. Une fois que c'est passé là-dedans, ça vient dans le troisième filtre. Lui, c'est un filtre à charbon et lui, il enlève les odeurs et une partie des polluants et il filtre en 5 microns déjà. Donc là, on était en 50 microns, 10 microns, 5 microns. Donc là, on est vraiment sur de la microfiltration. À partir de ce filtre-là, on est déjà en qualité baignade, quoi. Voilà. Et donc, ça part dans le réseau de la maison. Et lui, il part à l'évier. Et à l'évier, il y a un dernier filtre, donc du coup le 1, 2, 3, le quatrième filtre, qui lui ferait vraiment la potabilisation pour mettre l'eau de boisson à la qualité sanitaire, voilà, eau potable. Une fois qu'on a récupéré l'eau de pluie grâce au toit, on l'a préfiltrée avant de la stocker, mais bon, avec des filtres grossiers. Après, il va falloir la pomper, la mettre en pression et alimenter le réseau de la maison. Et donc ici, au niveau de l'évier de la cuisine, on a notre point d'eau auquel on a rajouté une dernière filtration pour vraiment l'eau de boisson, qu'elle soit potable au standard prévu par les organismes de santé publique, quoi. Donc ça, c'est notre dernier filtre. Il y a différents systèmes. Nous, on a choisi un système comme ça sous évier. On voulait quelque chose de discret qui travaille sous pression. Et donc, c'est le système qui s'appelle charbon bloc. C'est-à-dire que dedans, il y a du charbon. Il y a aussi un filtrage céramique. Il y a les deux. Donc, voilà, ça enlève 99,9% de tout ce qui est pesticides, bactéries, chlore, les trucs d'hormones, les résidus médicaments, voilà, le cuivre, le plomb. La technique, c'est charbon bloc, et ça, c'est la marque, c'est Hydropur. Ben, ça fait la même chose que fait le Berkey, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas de Berkey, mais peut-être on l'achètera. Par contre, avant celui-là, j'ai les autres pré-filtres pour protéger celui-là, et du coup, avoir besoin de le changer moins souvent, parce que voilà, c'est une histoire de nombre de litres filtrés, mais ça dépend aussi de la qualité de l'eau de départ. Plus on arrive à amener ici de l'eau propre à la base, et moins vite on va saturer le filtre, et moins souvent on aura besoin de le changer. Alors du coup aussi, pour limiter les pertes, le système de potabilisation est là. Le ballon est tout de suite ici, donc c'est le ballon solaire dont on a parlé. Donc il a ici, par les tuyaux cuivre, il a un liquide caloporteur qui récupère la chaleur des capteurs sur le toit et qui chauffe l'eau, on va dire 70 à 80% du temps. Et pour les 10 à 20% qui manquent, c'est le poêle de masse qui me fournira l'eau chaude par ces 2 tuyaux que j'ai intégrés dans la construction du poêle. Donc tu vois, j'ai l'arrivée, eau froide, on va dire en bas. Ça passe dans le poêle, donc ça va prendre les calories dans le poêle. Et l'eau chaude va arriver ici. Et je vais venir la faire rentrer dans ces deux trous-là,
Et ça, dès l'achat du ballon, j'ai choisi ce ballon-là parce qu'il avait deux serpentins. Un serpentin pour le solaire et un serpentin d'appoint qu'on aurait pu alimenter avec du gaz ou avec une autre énergie et que nous, on va alimenter avec l'énergie du poêle à bois, du bois, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, et dans la conception toujours, le ballon, là, il est juste derrière la cloison de la douche. Ce qui fait que l'eau chaude, elle parcourt même pas un mètre, même pas un mètre là, elle parcourt 30 cm pour arriver au robinet d'eau de la douche. Ce qui fait que tu vas pas laisser couler ton eau un quart d'heure avant qu'elle soit à la température. Tu vas pas gaspiller l'eau, tu vois, le temps qu'elle monte. Ouais. Donc ça, il faut, voilà, quand on peut, il faut essayer de grouper au moins la douche et le ballon, quoi. Et donc du coup, moi, dans la conception, je voulais qu'il y ait mon poêle pas loin de lui, parce que je voulais que ce soit mon appoint d'eau chaude. Donc là, tu vois, j'ai même pas un mètre entre mon poêle à bois et le ballon, et j'ai 30 cm entre le ballon et la douche. C'est là qu'on consomme le plus l'eau chaude. Voilà, donc ça. Et après, je suis allé plus loin dans la conception aussi, parce que comme on a une maison avec des murs en paille, et que je voulais pas aussi gaspiller trop en tuyauterie et tout ça, j'ai vraiment de l'eau que dans la cuisine qui est juste derrière ici. Là, c'est ma seule cloison en placo, après c'est que des cloisons en terre-paille. Mais j'ai de l'eau dans la cuisine et ici dans ce tronçon avec toute la partie potabilisation, la machine à laver, ma douche et dans le prolongement mon bidet avec mon toilette. Et donc en fait tout se fait là. Ce qui fait que s'il y a une fuite, c'est les pièces que j'ai carrelées pour pas que ça aille abîmer ma paille. D'accord, et mes murs en terre-paille, en argile, etc. C'est le seul endroit où c'est que s'il y a une fuite, enfin voilà, ça sera forcément dans ce tronçon central, quoi, et pas ailleurs. Voilà, donc pour limiter les risques d'abîmer les cloisons en terre-paille, en paille, etc. Et ensuite, alors, on a fait un système, je ne sais pas si tu vois au niveau des... On a fait un système un peu compliqué, c'est-à-dire que d'une manière classique, tu as normalement des nourrices, donc la répartition des tuyaux d'eau, tu as en bleu le froid et en rouge le chaud, dans toutes les maisons. Sauf que nous, on fabrique de l'eau chaude avec du solaire. Donc ce serait idiot de consommer de l'électricité alors qu'on veut être autonome en électricité pour faire chauffer l'eau de la machine à laver ou du lave-linge. Donc du coup, on a fait un troisième réseau eau tiède. Et donc si j'ai mis un mitigeur thermostatique, lui il va me faire sortir de l'eau à 37 degrés et le lave-vaisselle et le lave-linge recevront de l'eau déjà à 37, quoi. Bon les potos, on va vous planter là